Il existe des nuits où le silence devient un piège. Des nuits où l'air lui-même semble retenir son souffle, où chaque craquement résonne comme un avertissement venu des entrailles de la terre. Et quand on se retrouve seul, perché à plus de 100 mètres du sol, avec seulement le vent pour compagnie, il suffit d'un détail, d'un frisson, d'une ombre trop longue pour que l'on comprenne quelque chose guette. C'est ce que Marcus Alt apprit cette nuit-là, perché au sommet d'une grue de chantier au cœur des forêts canadiennes. Un homme brisé par ses échecs personnels, rongé par la solitude et qui, malgré lui, allait devenir le témoin, puis la cible, d'un cauchemar ancestral. Un cauchemar dont les légendes n'étaient qu'un pâle reflet. Je montais toujours avec 2 boissons, un thermos de café pour rester lucide et une bouteille pour le reste. Je gardais l'alcool enfoui au fond de mon sac, enveloppé d'une vieille chemise en flanelle, afin qu'il ne s'entrechoque pas contre les barres d'acier. Ce n'était pas de quoi être fier. Mais à 140 mètres au-dessus du sol, enfermé dans une cabine de verre battue par le vent, avec pour seule compagnie quelques corbeaux et la radio du chantier, il fallait bien trouver un moyen de calmer le tremblement de mes mains. Ce soir-là, le froid mordait plus fort qu'à l'accoutumée. Je pris une gorgée de whisky, le liquide brûlant dévala ma gorge avant de s'étendre comme un feu doux sous mes côtes. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas une faiblesse, juste un rituel. Mais au fond, je savais que je perdais du terrain. Les secousses revenaient toujours, plus violentes, plus fréquentes. Sur mes genoux reposait un petit livre à la couverture rouge vif. File Guide to North American Cryptids, un guide pour enfants rempli d'illustrations grossières et de créatures imaginaires. C'était Ellie, ma fille, qui me l'avait donné lors de ma dernière visite à Treureau. « Pour que tu t'ennuies pas », avait-elle dit en levant les yeux au ciel, un sourire malicieux aux lèvres. Moi j'avais ri, je lui avais dit qu'elle était folle. Mais elle avait insisté, glissant un petit post-it sur la première page. Une note écrite à l'encre violette, d'une écriture maladroite mais pleine de tendresse. « Ne te fais pas manger, papa. Tu es bien trop grognon pour ça. » Je la relus plusieurs fois ce soir-là, incapable de retenir le pincement au cœur. Ellie me manquait. Sa mère avait obtenu la garde complète alors que j'eus raté trop de week-ends, coincé par mes contrats au fin fond du pays. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle avait raison de vouloir de la stabilité pour notre fille. Mais moi j'essayais, bordel. Je prenais ces chantiers parce qu'ils payaient mieux, parce qu'ainsi je pouvais payer la pension alimentaire, les frais d'avocat, et peut-être, juste peut-être, prouver que je n'étais pas qu'un ouvrier en casquette de chantier. Chaque dollar gagné m'approchait d'un jour où je pourrais de nouveau l'emmener manger une glace sans vérifier mon compte en bancaire avant de commander un cornet. Mais en attendant, j'étais ici, seul, frigorifié, perché dans cette tour de métal avec pour seule compagnie quelques corbeaux et la radio du chantier. La radio grésilla dans mon dos. Des voix familières, celles de mes collègues, montées par bribes. « Serre ce boulon là-bas. Rob, t'as vu la pièce de renfort près de la tour 3 ?» Des échanges banals, mécaniques, le bruit de fond du chantier. Je n'y prêtais pas attention. J'écoutais seulement pour repérer si l'un de ces messages m'était destiné. Puis une voix nouvelle traversa le grésillement. Un timbre plus inquiet. « Attendez, il y a quelque chose près de la lisière des arbres. » Je fronçai les froncils. Un autre répondit, hésitant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je posai mon livre et me penchai vers la vitre. En bas, les projecteurs du chantier découpaient des ombres interminables qui rongeaient la forêt. Un élan peut-être, ou un bourreau noir, on en croisait parfois. Mais la voix du type à la radio, elle n'avait rien de rassuré. Le grésillement reprit. « Mouvement près de la tour 4. Vous voyez ça ?» Puis un silence. Un silence qui fit remonter la chair de poule le long de mes bras. « Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» La communication s'interrompit dans une rafale de parasites. Et je sus instinctivement que quelque chose venait de basculer. Je n'eus même pas le temps de réfléchir. Un hurlement de panique traversa la radio, suivi d'un ordre coupé net par des interférences. « Marc, recule, tout de suite !» Je me redressai si brusquement que mon livre glissa de mes genoux pour tomber au sol. Mes doigts s'écrasèrent contre la vitre, laissant des traînées grasses en tentant de distinguer ce qui se passait. Là-bas, entre les préfabriqués et les tas de matériaux, des silhouettes s'agitaient. Des ouvriers couraient à perdre haleine,
leurs ombres déformées s'étirant sur le gravier. Et derrière eux, quelque chose émergea du noir. Un mouvement rapide, bas, animal. Trop fluide pour être humain, trop monstrueux pour être autre chose que ça. Je vis l'un des gars se faire happer dans un bruit sec, comme si on avait renversé un sac d'os sur l'asphalte. La chose bondit sur lui, l'écrasa au sol. Les projecteurs projetèrent un éclair de chaos, des membres tordus, une silhouette filiforme, une vitesse inhumaine. Un autre ouvrier, sans réfléchir, fonça pour aider son camarade. La créature pivota d'un mouvement sec, l'attrapa au vol et le projeta comme un pantin contre le mât d'un projecteur. L'acier vibra d'un fracas assourdissant avant de s'effondrer dans une pluie d'étincelles, écrasant une rangée de bidons de carburant. L'explosion fut immédiate. Un souffle incandescent traversa le campement, enflamma pneus, barches et palettes. En un instant, le chantier s'embrasa. Et dans la lumière fauve des flammes, je vis clairement. Ce n'était pas une bête ordinaire. Ce n'était pas un ours, ni un loup. Non, c'était autre chose. Quelque chose qui ne devait pas exister. Elle ne se contentait pas de chasser, elle traquait. Elle jouait avec ses proies et elle abattait mes collègues comme on renverse des dominos. Les cris se mirent à crépiter dans la radio, un déluge de désespoir. « Aidez-moi! Il est sur moi! Oh mon Dieu !» Puis, un craquement humide, suivi d'un silence. Un silence pire que tout, car il signifiait que la voix venait de s'éteindre à jamais. Je plaquai mon front contre la vitre embuée, le souffle court. En contrebas, le campement n'était plus qu'un brasier. Les hommes s'éparpillaient, mais la chose les suivait, impitoyable, bondissant entre les flammes comme une ombre vivante. Et l'horreur la plus glaciale fut ce moment, où elle s'est arrêtée. Juste un instant. Ses membres démesurés se plièrent, sa carcasse osseuse se recroquevilla près d'un baril en feu, et là, dans la lumière instable, je vis ses contours. Des coudes trop hauts, comme disloqués, un torse émacié où chaque côte menaçait de percer la peau, et surtout, une tête surmontée d'énormes bois, semblables à des branches calcinées, noueuses, griffant le ciel. Je ne pouvais distinguer ni chair ni peau, seulement un crâne allongé, animal, creusé de 2 orbites noires, un masque d'os sculpté pour hanter les cauchemars. Puis lentement, comme s'il avait senti mon regard, il leva sa tête vers moi. Mon cœur explosa dans ma poitrine. Je reculai d'un bond, trébuchant contre le panneau de contrôle. La créature avait cessé de massacrer les autres. Maintenant, elle me cherchait. Un grondement secoua le sol lorsqu'une des colonnes de flammes toucha la base de la grue. Les braises dansèrent dans l'air. J'ai eu à peine le temps de comprendre. Le feu encerclait mon seul refuge. Alors je l'entendis. Un son que je n'oublierai jamais. Le crissement d'acier contre acier. Le bruit régulier, obstiné, d'un poids monstrueux qui commençait à grimper. Elle montait, rang par rang, échelon après échelon. Et moi, prisonnier dans ma cabine de verre, je n'avais nulle part où fuir. La cabine vibrait doucement sous mes pieds. Chaque grincement de la grue me donnait l'impression qu'elle pliait sous le poids du monstre. Le métal se contractait dans la chaleur de l'incendie en contrebas et je sentais déjà l'air saturé de fumée s'infiltrer par les jointures de la porte. Je me précipitai vers le verrou de la trappe, le refermai d'un geste sec et restai figé, l'oreille collée au métal. Un son régulier s'élevait du vide. Clang, clang. Chaque échelon du gigantesque escalier d'acier devenait une marche vers ma condamnation. Mon souffle s'accéléra. Je balayai la cabine du regard, désespéré à la recherche d'une arme. Rien. Rien de plus lourd que mon sac, la radio fixée au mur ou la foutue chaise pivotante. Pas de quoi arrêter une bête capable de renverser une tour de projecteur comme une brindille. Mon regard se figeait alors sur un objet accroché au panneau latéral. Un extincteur. Un vieux cylindre cabossé, d'un poids suffisant pour briser un crâne si je parvenais à bien viser. Je le décrochai, le cœur battant, traînai le lourd métal vers la trappe et l'ouvris d'un coup sec. La chaleur et la fumée s'engouffrèrent immédiatement, me faisant tousser à m'en arracher les poumons. J'ai eu à peine le temps d'entrevoir une ombre osseuse sur le flanc de l'échelle. Je levai le bras, pris mon élan et lâchai l'extincteur dans le vide. Un bruit sec, métallique, résonna dans la nuit. L'objet rebondit sur une poutrelle, dévia,
puis disparut dans le brasier. Raté! En bas, la créature s'arrêta net. Un long bras maigre resta accroché à l'échelon, l'autre pendait, inerte. Puis, lentement, son crâne se releva. Je vis enfin son visage. Ou plutôt, ce qui lui servait de visage. Un os nu, jauni, déformé, un museau effilé bien trop long, percé de cavités noires où il n'y avait pas d'yeux. Des bois torsadés, semblables à des branches calcinées, qui semblaient griffonner le ciel au-dessus de lui. Et ce fut pire que tout. Même à cette distance, à travers la fumée et les flammes, j'ai eu la certitude glaciale qu'il venait de me voir. Je reculai si brutalement que mon épaule heurta la cloison. Mes mains tremblaient lorsque je saisis la radio. « Ici Marcus, tour 1. Est-ce que quelqu'un m'entend ?» Rien. Que des grésillements, ponctués de claquements secs qui ressemblaient presque à un souffle. « Quelqu'un, répondez, putain, il monte, il est en train de grimper la grue. » Toujours rien. Le silence me répondit. Un silence qui ne voulait dire qu'une chose. J'étais seul. Mon esprit s'accrocha alors à un souvenir. Celui de Kyle, 3 jours plus tôt. Nous étions assis derrière le préfabriqué, partageant un sandwich à même une pile de palettes. Kyle avait toujours cet air de gamin, trop jeune pour ce chantier, trop naïf pour ce genre de job. Il m'avait bousculé du coude. « Tu crois aux trucs bizarres, toi ?» J'avais levé les yeux au ciel. « Tu parles de quoi ?» Il avait sorti de sa poche un vieux mouchoir chiffonné, qu'il avait déplié avec précaution. À l'intérieur reposait une dent, jaunâtre, effilée, presque translucide. Trouvée près de la lisière ouest, t'en penses quoi ? Je l'avais prise, l'avais tournée dans ma main, elle avait l'air humaine. Trop humaine. Bon sang, Kyle, tu l'as déclaré ? Il avait hoché la tête. Ils m'ont dit que c'était sûrement des déchets dentaires, qu'il y avait eu un vieil hôpital de campagne dans le coin pendant la guerre. Mais dans ses yeux, je voyais bien qu'il n'y croyait pas. Et moi non plus. Le souvenir s'effaça dans le bruit métallique du monstre qui se rapprochait. Je sortis mon téléphone, les mains tremblantes. Une barre de réseau, puis rien, puis une barre à nouveau. Je composais le 911. Le bip de connexion sembla durer une éternité, puis une voix brisée surgit, entrecoupée par des parasites. « Urgence ? Allô ? » « Oui, je suis là. Marcus, halte, tour 1. Il y a quelque chose ici. Des hommes sont morts, et ça grimpe vers moi. Dépêchez-vous. » Un souffle de parasites. Des mots fragmentés. Répétés. Escalade. « Oui, bon sang, ça grimpe. Je suis piégé. Envoyez quelqu'un. » Puis rien plus. Juste le souffle blanc du silence. Je hurlais dans le combiné. « Vous m'entendez ? Allô ?» Mais la ligne était morte. Je restais figé, le téléphone glissant de ma main jusqu'à mes genoux. Mon souffle se bloqua et je crus que mon cœur allait lâcher. C'est alors que mon pied heurta quelque chose. Le petit livre d'Ellie. Ouvert, abîmé, la couverture rouge tachée d'acendre. Je le ramassai les mains tremblantes. Le post-it violet dépassait encore. Son écriture enfantine me poignardait d'une douleur lourde. « Ne te fais pas manger, papa. Tu es trop grognon pour ça. » Je laissai mon pouce glisser sur les lettres. Les larmes brouillèrent ma vue. Et quand le livre s'ouvrit par hasard à une page illustrée, je crus que mon sang se glaçait faux poibon. Un dessin maladroit, presque enfantin, représenté d'une créature au corps squelettique,
à la tête de crâne et au bois tordu. Sous l'image, un seul mot, écrit en majuscule. Wendigo. Je dévorais les lignes, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Né de la faim et du cannibalisme, le Wendigo est condamné à errer éternellement, toujours plus maigre, toujours plus affamé. On dit qu'il apporte avec lui le froid et l'odeur de chair en décomposition. On dit qu'il ne peut être détruit qu'en le brûlant vif ou en lui arrachant son cœur gelé. Mes doigts se crispèrent sur le papier. Oui, le froid. Le froid qui me glaçait depuis des jours malgré les prévisions météo clémentes. Et cette puanteur, sucrée et fétide, que nous avions sentie dès le premier jour de chantier. On avait cru à une canalisation percée, mais il n'y avait jamais eu de canalisation. Je n'étais pas fou. Je n'inventais pas. Ce qui grimpait vers moi n'était pas un bourse, ni un loup, ni rien d'humain. C'était un Wendigo. Et il était déjà presque là. Le Wendigo grimpait. Ses longs membres osseux s'agrippaient aux échelons, comme si l'acier n'était qu'un jouet. Chaque clang résonnait dans mes os, un conque à rebours funèbre. J'avais fouillé la cabine en vain. Rien d'assez lourd, rien d'assez tranchant. Alors la vérité m'éclata au visage. Je ne pouvais pas combattre. Pas avec mes poings, pas avec des outils. La seule arme que j'avais, c'était le feu. Mon regard tomba sur la bouteille de whisky. J'hésitais. Une fraction de seconde. Puis mes doigts se resserrèrent sur le verre. L'alcool, c'était inflammable. Une arme, si j'avais le courage de m'en servir. Je me rappelais ces images de journaux, des jeunes masqués lançant des cocktails enflammés contre des blindés, des scènes de guerre urbaine. Et moi, j'étais là, seul, au sommet d'une grue avec exactement ce qu'il fallait pour en fabriquer un. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser ma cage thoracique. Je posai la bouteille sur mes genoux, déchirai un pan de ma vieille chemise en flanelle avec un couteau de chantier et l'enfonçai dans le goulot. Le tissu s'imbiba rapidement, noirci par le liquide ambré. Mes mains tremblaient trop pour garder le contrôle. J'essuyai mes paumes moites sur mon pantalon, sortis le briquet volé à Kyle quelques jours plus tôt et l'allumai. Une flamme vacillante jaillit, la seule lueur qui me séparait de la mort. Je me penchai vers la trappe. La chaleur du brasier du camp me gifla le visage. La fumée me mordit la gorge. Je toussais, les yeux ruisselants. Et alors, je le vis. Il n'était plus qu'à quelques mètres. Ses bois tordus griffaient presque les parois de la grue. Ses orbites noires se levaient déjà vers moi. Chaque mouvement de son corps décharné était accompagné de craquements d'eau, comme si sa propre existence se disloquait en grimpant. Le briquet vacillait entre mes doigts. « Allez, allez !» murmurai-je, la voix étranglée. La flamme mordit l'antissu imbibé. En une seconde, le chiffon se transforma en torche crépitante. Le feu courut le long de l'alcool, illuminant mon visage en reflets orangés. Le Wendigo lâcha un son, un cri que je n'oublierai jamais. Un hurlement guttural, inhumain, comme 1000 voix arrachées aux poumons de leurs victimes. Un cri qui fit vibrer les vitres de la cabine et me coupa le souffle. Je n'ai pas le temps de réfléchir. J'ai brandi la bouteille au-dessus du vide et la lâché. Le projectile fendit l'air dans un sifflement. 1 seconde, 2 secondes, puis l'impact. Le verre éclata sur le crâne osseux du monstre. Un geyser de flammes jaillit, s'accrochant à son ossature, courant le long de ses côtes et de ses membres comme une traînée d'huile en feu. Le Wendigo hurla de nouveau, un son atroce, strident, qui vrilla mes tympans. Il lâcha prise, se tordit, tentait de s'accrocher de nouveau. Ses bras maigres tremblaient, ses côtes se fissuraient sous l'effet du choc thermique. Et puis, il tomba. Je l'ai vu basculer dans le vide, son corps en feu décrivant une spirale grotesque. Il heurta les poutrelles en rebondissant, chaque impact résonnant comme le fracas d'un arbre qu'on abat. Ses os se brisaient à mesure de sa chute, projetant des étincelles et des lambeaux enflammés. Enfin, il disparut dans le brasier au sol, englouti par les flammes et la fumée. Je restais figé, agrippé au rebord de la trappe, les jointures blanchies, incapable de lâcher prise. Mon souffle se bloqua, mes jambes tremblaient si fort que je crus m'ébranler. Il était tombé ? Oui.
Mais était-il mort? Mon instinct me hurlait que non, que ce genre de choses ne mourrait pas si facilement. Je refermai la trappe dans un plaquement, collai mon dos contre la paroi et glissai lentement au sol. Mes mains sentaient l'alcool brûler, mon visage la suie et les tarmes. Et au fond moi, une voix insistante me répétait « Ce n'est pas fini ». La chute du monstre n'avait pas ramené le silence. Le feu continuait de rugir en contrebas. Chaque explosion de pneus résonnait comme un coup de feu. La grue gémissait sous les rafales de vent, comme si elle allait plier à tout instant. Moi, j'étais recroquevillé dans un coin de la cabine, incapable de savoir si je devais rire ou pleurer. Je n'étais pas sauvé. Pas encore. Chaque minute s'étirait comme une éternité, et j'attendais, l'oreille collée contre le plancher, craignant d'entendre à nouveau le clang métallique de l'échelle. Mais rien ne vint. Le temps se dilua. Je perdis la notion des heures. Mes paupières brûlaient, mes muscles tremblaient de froid et de fatigue. Et puis, quelques pas au loin, un son monta, timide, fragile, mais bien réel. Des sirènes. Mon cœur se serra. Je rampais jusqu'à la vitre et collai mon front contre le verre glacé. Là, au loin, entre les troncs calcinés, des gyrophares bleus et rouges perçaient la nuit. Des silhouettes en gilets fluorescents progressaient avec des lampes torches, se hâtant vers le chantier. Je faillis hurler pour attirer leur attention, mais ma voix n'aurait jamais traversé ce gouffre de hauteur et de fumée. Alors je fis ce que je pouvais. Je déverrouillai la trappe et entrepris de descendre. Chaque échelon était une torture. Mes mains glissaient sur le métal noirci, mes genoux flageoyaient, et 2 fois je faillis lâcher prise. Mais je comptais. 10 échelons. Pause. 10 autres. Pause. Jusqu'à ce qu'enfin, une voix m'appelle du bas. « Hé, on en a un! Y a quelqu'un sur la grue !» Des faisceaux lumineux m'aveuglèrent. Je crus un instant que c'était le monstre, revenu du brasier. Mais non. Des pompiers, des secouristes, des hommes, des vivants. Je touchais enfin le sol. Mes jambes cédèrent sous moi. Des bras m'attrapèrent, me hisèrent, me posèrent sur une civière. On m'entoura d'une couverture, on m'enfonça un masque d'oxygène. Mais je n'écoutais pas. Mon regard se fixait ailleurs. Là-bas, au pied de la grue. Dans les décombres, gisaient des restes calcinés. Un corps long, étiré, carbonisé, tordu dans une posture contre nature. Les bois, brisés, avaient éclaté contre l'acier. La chair, ou ce qu'il en restait, s'était figée en une masse cireuse, collée à l'os. Un pompier me barra la vue, posant une main sur mon épaule. « Vous avez une chance inouïe d'être encore en vie. » Je tournai la tête vers lui, la gorge sèche, et murmurai « Ce n'est pas de la chance, c'est le feu. » Il ne comprit. Comment aurait-il pu? Ils me portèrent jusqu'à l'ambulance. Je sentis la civière se soulever, les roues heurter le gravier. Ma main glissa dans ma poche et toucha le petit livre. Je caressai le post-it violet une dernière fois. « Ne te fais pas manger, papa. » Ellie avait raison. Pas cette fois. Voilà ce qui est arrivé cette nuit-là. Un ouvrier solitaire, une créature venue d'un autre âge et un chantier transformé en charnier. Ce que j'ai vu, ce que j'ai combattu, ce n'était pas une légende. C'était bien réel. Et si le Wendigo a pu apparaître là, perdu au fond des forêts canadiennes, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'attend pas, tapis dans l'ombre, bien plus près que vous ne l'imaginez? Alors, si vous avez frissonné en écoutant ce récit, si vous voulez découvrir d'autres histoires terrifiantes, d'autres cauchemars murmurés à la lueur d'une flamme vacillante, abonnez-vous à Nuit d'horreur et rejoignez-nous dans les ténèbres. Car ceci n'était qu'un début.